Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans la grande tribune de ce mercredi 18 janvier 2022. L'actualité reste dominée par notamment le parti AVC du ministre Didier Boudimbu condamne les multiples actes de vandalisation de son siège à Lubumbashi par des inciviques non autrement identifiés et considère qu'il s'agit d'une provocation tendant à le distraire face aux enjeux électoraux. Le maire de la ville de Goma interdit la marche de la société civile prévue ce mercredi à Goma. Pendant la période de l'état de siège, toutes les marches sont interdites, a-t-il annoncé. Cette marche était initiée par la société civile pour dénoncer l'inaction des forces de l'EAC censées intervenir face à l'occupation rwandaise du territoire congolaise. D'après Nouvel Élan, Mouzito n'a jamais déclaré que Tshisekedi sera vainqueur de la prochaine présidentielle. Déclaration faite dans une communication du parti. Officiellement, le M23 s'est retiré de Kibumba le 23 décembre et Rumangabo le 5 janvier, mais les soldats congolais sont toujours bannis des espaces libérés. Seule la force de l'EAC y a installé des positions, rapporte actualité.cd. On est dans l'ordre de 17 000 $ pour le président actuel et l'ancien président touche 75% de ce que touche le président en fonction de déclaration du ministre des Finances. Parlant du salaire du président de la République, la société américaine Symbion Power a remporté un appel d'offres relatif à la production du gaz méthane enfoui dans les profondeurs du lac Kivu, d'après le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu. Agression dans l'Est, le gouvernement reconnaît la présence des techniciens instructeurs militaires étrangers pour assurer la mise en œuvre des avions et hélicoptères étrangers. Il ne s'agit pas de la milice Wagner, comme l'a rapporté Africa
intelligence. Voilà les quelques sujets d'actualité que nous avons retenus ce matin. Pour vous, aujourd'hui, nous parlons des deux sujets particulièrement. On va parler des réalisations du chef de l'État. Est-ce que, grâce à cela, grâce à ces réalisations, peut-il convaincre encore l'électorat pour 2023? C'est un sujet que nous avons tellement abordé au cours de nos émissions passées. Nous le faisons également aujourd'hui parce que nous voulons, donc, nous sommes en train de chercher à savoir de quel côté penche la balance. Voilà, je suis avec deux invités sur ce plateau. Ludovic Kalingai, vous êtes coordonnateur du PMVS. C'est une ONG qui... Bonjour. C'est une ONG qui a comme objectif principal de promouvoir le développement intégral et d'intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes. Nous intervenons dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. C'est le seul moyen que nous avons trouvé pour aider et accompagner la République démocratique du Congo. Donc nous créons un pont entre les gouvernants et les gouvernés afin que nous puissions avoir un peu et savoir s'il y a un processus de redevabilité, si la population consomme très bien les réalisations du gouvernement en place. Donc c'est cette stratégie-là qui nous a aidé à mettre en place cette ONG qui est reconnue par le gouvernement congolais, notamment le ministère de la Justice. Merci beaucoup Ludovic Kalinga. Est-ce que vous avez un biscuit à faire avant Exactement. Donc nous sommes là pour informer que nous avons écrit avant-hier à la présidente du Parlement européen, notamment pour se pencher sur la question de l'incitation à la haine. Vous vous rappelez très bien le 13 janvier, lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a bien tonné sur ce problème d'incitation à la haine. Nous avons remarqué plusieurs contacts de la structure Lucha qui auraient eu des financements pour inciter les populations à la haine, pour saboter la réalisation du chef de l'État. Voilà pourquoi est-ce que nous avons saisi la présidente du Parlement européen. Pourquoi? Parce que selon le document que nous avons eu à publier et à introduire, on a remarqué qu'il y a une organisation européenne qu'on appelle Fight Against Impunity. C'est une organisation aussi partenaire privilégiée du docteur Denis Mukwege. Nous avons remarqué qu'il y aurait des financements de la Lucha qui incitent les populations à la haine. Voilà pourquoi est-ce que nous avons saisi et nous avons documenté cela avec des preuves à l'appui, les images... Qui finance la Lucha pour inciter à la haine? En fait, vous devrez vous rappeler que la 10e journée d'anniversaire, la 10e année d'anniversaire de la Lucha, ils ont été invités par cette structure dont nous parlons le nom. Ça a été une très grande fête en Europe où aussi ils incitaient où ils ne reconnaissaient pas la nationalité des Congolais Tutsi. Voilà. Donc, vous ne voulez pas citer le nom de cette ONG? Non, nous avons cité le nom. Ça s'appelle Fight Against Impunity. Donc c'est en anglais, en français, c'est encore se battre encore contre l'impunité. Mais sur base des éléments que nous avons sur terrain, les images, quand vous voyez la Lucha chanter des chansons s'adressant aux Tutsis congolais, rentrez chez vous, vous êtes des Rwandais, des chansons qui étaient utilisées lors du génocide de Rwanda en 1994. Quand vous voyez des jeunes de la Lucha avec des machettes, vous vous rappelez même très bien lors déjà de la rupture des relations diplomatiques, tous les combattants, les militants de la Lucha s'est rendu à la frontière. Ils ont commencé à traquer tous les Tutsis congolais se basant sur leur morphologie, oubliant qu'il y a aussi des Tutsis congolais. Voilà pourquoi est-ce que nous avons saisi la présidente du Parlement européen ainsi que les parlementaires de l'Union européenne pour se saisir du dossier car nous avons constaté un silence de leur part. Merci beaucoup Ludovic Kalingai. C'est quand même une histoire qui sort de l'ordinaire que les militants de la Lucha soient accusés d'inciter à la haine tribale. En fait, vous savez que nous avons remarqué que nous devons aider la République, nous devons aider les chefs de l'État. Les problèmes de stigmatisation sont des problèmes, vous voyez, les stigmatisations, les messages à la haine, le tribalisme, la xénophobie, ce sont des signes avant-coureurs du génocide. Alors, si nous n'arrivons pas à reconnaître ces signes avant-coureurs du génocide, nous risquons de vivre les génocides en République démocratique. Envers quel peuple? Vous vous rappelez, c'est pas pour rien que les chefs de l'État... particulièrement? Pardon? Quelle ethnie, quel groupement? Bon, il y en a même dans le Katanga, il y a les Kassayas qui sont stigmatisés. Vous allez dans le Grand Bandundu, il y a les Téké qui sont stigmatisés, où on dit que les Téké viennent du Gabon, viennent de Congo-Brazzaville. Vous allez à l'est du pays, il y a les Tutsis congolais qui sont stigmatisés, pendant que
Il y a 3 ethnies. Qui stigmatise les Tutsis et les... Bon, en fait, je vous donne un seul exemple simple. Un exemple de stigmatisation ou d'incitation à la haine. Martin Fayoulou, qui est le député national, il se retrouve au Canada. On lui pose clairement la question sur la question des Banyamulenge. Il dit que les Banyamulenge sont des Rwandais, ils ne sont pas des Congolais. Oublions déjà qu'il y a une crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda, où le Rwanda est accusé d'agresser la République démocratique du Congo. Donc automatiquement, on accuse tous les Banyamulenge d'être des agresseurs comme le Rwanda. Alors, un Congolais, avec son niveau de mentalité, qui n'a pas peut-être une capacité de réfléchir et de savoir qu'il y a aussi des Tutsis congolais, donc les Banyamulenge se basant sur l'histoire sont des Congolais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous les canaux possibles pour se défendre. Il y a ceux qui vont utiliser des machettes, il y a ceux qui vont utiliser des injures, comme vous l'avez vu avec l'ancien ministre Bitakwira. Chaque jour qui passe, chaque matin, il dit que lui, il a vu comment les Banyamulenge sont venus, ils venaient du Rwanda. J'ai suivi il y a une semaine un député national, David Massiré, je crois, si je ne me trompe pas. Il a même qualifié le ministre des Infrastructures d'être un Rwandais. Donc ça, c'est une injure même au chef de l'État qui a fait confiance à un Congolais qui se qualifie même dans la différence à faire son travail en République démocratique du Congo. Il a qualifié l'honorable Nyamorago d'être un Rwandais. C'est ça l'ensemble, et tous ces éléments consistent une stigmatisation ou une incitation à la haine. Donc, le PMVS, notre organisation, nous nous mettons marche sur pied pour essayer de stopper cela. Tout en vous rappelant aussi que c'est le combat du chef de l'État, parce que chaque jour qui passe, il a toujours supplié la population congolaise, il a toujours demandé à la population congolaise de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en gardant une unité nationale, une consolidation fraternelle entre Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ludovic Kalenga. Vous plaidez pour la stigmatisation contre les Tutsis congolais, contre les Téké, contre les Baluba, dans le Grand Katanga. Voilà, donc nous faisons toujours des investigations pour savoir quelle est la communauté qui est stigmatisée. C'est ça le travail que nous faisons. Merci beaucoup. Papi Dionso, le 3e intellectuel de Kabea Kamanga, comme on vous appelle. Bonjour Papi, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Bon mercredi à vous Danzang, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Base. Je suis maître Papi Diosso Ngandoumoundela Bouinda, affectueusement appelé 3e intellectuel de Kabea Kamanga et prophète politique. Je suis le coordonnateur national d'une structure, Ensemble des Congolais pour un état du droit, ESSED en sigle, qui a pour mission de vulgariser les actions du chef de l'État, mais je suis également le cadre et communicateur du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, dont l'autorité morale que je salue, Excellence la princesse Adèle Kainda Maïna. La princesse Adèle Kainda Maïna, l'actuelle Mineta du portefeuille. Dan, laissez-moi m'incliner devant certaines personnes qui ont donné innocemment leur vie, parce qu'il y a un militaire kenyan qui a été interpellé et arrêté, c'est lui qui a fait l'attentat de Kassindi. Il y a des Congolais qui sont morts gratuitement. Et j'appelle à la diligence du président de la République de revoir un peu cette histoire de l'EAC. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a les troupes kenyanes qui sont à l'est de la République, dans les zones tampons, et cette histoire a fait couler beaucoup d'encre, alors que le FRDC sont épargnés. Nous avons vu même lors du départ de certaines localités du mouvement du M23, il y a eu l'absence totale de nos FARDC. Donc, Monsieur le Président de la République doit veiller à ce que nous nous retirons. Ça, je désengage mon parti politique, je parle en tant qu'analyste politique. Donc, Monsieur le Président de la République puisse quand même y mettre un œil vigilant pour qu'enfin nous nous retirons de cette structure de l'Afrique de l'Est. Dan Zang. Il faut qu'on se pose d'abord la question, quelle est la mission pour laquelle l'EAC est là et dans l'Est de la RDC? Dans certains, bon, selon leurs ententes avec les gouvernements, c'était d'abord pour le maintien de la paix à l'espace est de notre pays, et surtout les départs immédiats de ce mouvement M23 qui assiégeait certaines localités de notre pays.
J'ai suivi mon co-débatteur qui a parlé, a cité certaines personnalités disant qu'ils sont des Congolais. Nous ne refusons pas qu'ils sont des Congolais, mais ce sont des Congolais d'origine rwandaise. Ils sont des Tutsis. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, en commençant même par Mouzé, il a amené... Non, mais justement, il dit que les Tutsis, c'est une tribu congolaise. Dans toutes les tribus congolaises, il n'y a pas une tribu Tutsi. Et veuillez un peu recommencer votre recherche, à moins que je ne sois pas au courant de cette tribu Tutsi. Sillonnez sur toute l'étendue du territoire national, vous ne trouverez pas une tribu Tutsi. Sur les 450 Sur les 450. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont, nous les appelons Tutsi congolais par rapport à l'ordonnance loi des Mobutu qui leur avait fait des Congolais. C'est un problème très sérieux de la nationalité de notre pays. Vous ne pouvez pas me dire qu'Azaria sur Robert... Mais il y a des gens au gouvernement qui sont... Exactement, ces gens sont au gouvernement parce que, vous savez, avant-hier, j'ai fait une émission pour dire que la phrase magique de Mouzé qui disait « ne jamais trahir les Congo », mais Mouzé lui-même a commencé par trahir les Congo. Parce que lorsque le Rwanda et l'Ouganda voulaient envahir ces pays, alors que les multinationales étaient en Europe voulant aussi exploiter illégalement nos minerais sur notre sol, ils ont aidé Mouzé à entrer au Congo pour le renversement du fait, comment il s'appelle encore, Mobutu Sese Seko Ouazabanga. C'est ce qui a fait que Mouzé puisse nommer à la tête des affaires étrangères un certain Bizimankara. Tu ne me diras pas que c'est un Congolais. Il a nommé un général-chef d'état-major, comment il s'appelle encore, le nom m'échappe, mais même peut-être au cours, James Kabarebe. Un chef d'état-major. Vous ne me direz pas qu'aussi James Kabarebe est un Congolais. Donc voilà là où la trahison de Mouzé a commencé. Les Tutsis rwandais, s'il vous plaît, la plupart des gens croient que Mouzé était venu pour nous libérer de la dictature de Mobutu, mais Mouzé par contre était venu pour nous livrer au service, pour nous livrer au Rwanda. Moi je peux également dire que Mouzé est un traître. Il a même trahi sa propre conscience. Il s'est battu contre les Rwandais, mais il s'était uni avec les Rwandais pour enfin exclure Mobutu de la scène politique. Alors, je vais chuter par dire, il y a une lettre qui circule, soit-il, elle provient d'un groupement politique, AFDCA, adressé au Premier ministre Sama Lukonde pour réclamer quelques postes. Si vous lisez la lettre là plutôt, vous serez peut-être estomaqué. Et nous demandons au service des renseignements, parce que jusqu'à ce jour, nous ne savons pas si l'authenticité de cette lettre est confirmée qu'elle vient de l'AFDC. Voilà pourquoi nous demandons au service des renseignements ainsi que la primature de faire la vérification sur cette manœuvre et cette frauduleuse lettre qui sonne sur la toile publique. Merci beaucoup pour l'invitation Dan Zang. Merci beaucoup, Papi Djonso. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous allons lancer directement le premier sujet. Est-ce que le gouvernement, pas le gouvernement, le pouvoir actuel, peut-il convaincre pour 2023? Quels sont les éléments d'argument qu'ils peuvent employer dans leur discours de campagne pour convaincre la population à pouvoir donc élire l'actuel président et même toute la famille politique du président pour avoir la majorité parlementaire? Alors, Ludovic Kalinga, votre point de vue sur cette question? Merci beaucoup. Mais avant d'entrer, j'aimerais un peu aussi préciser ce que notre frère a dit. Quand on parle de la nationalité congolaise des Tutsis, je l'ai déjà dit, la nationalité congolaise des Tutsis n'est pas une clémence de qui que ce soit. Ils étaient ici parce qu'il y a des Tutsis congolais et des Tutsis rwandais. On parle de nationalité, on ne parle pas d'origine. On parle de nationalité. Parce que si nous allons à l'origine de chacun, nous allons nous rappeler que ce sont les Pygmées qui sont les premiers habitants et nous tous, nous venons de quelque part. Personne n'est sorti de son sol clanique comme un champignon pour vivre ici à Kinshasa. Alors j'aimerais que, parce que déjà ne pas reconnaître la nationalité congolaise de tous, c'est déjà une discrimination. On tombe facilement dans les pièges. Et je sais que accepter la nationalité congolaise de tous, ce n'est pas un attentat à la bombe. Nous devons apprendre à être unis et à aider le pays. Merci. Alors pour parler... je pourrais bien parler quels sont les éléments qui peuvent pousser l'opinion nationale à accepter
cette affirmation, quels sont les éléments probants qui pousseraient la population à accepter qu'il y a des Tutsis, il y a des Hutus congolais? Comme ça, on va mettre carrément fin à ce débat. En fait, il faudrait d'abord savoir qu'ici en République démocratique du Congo, les leaders politiques, les partis politiques jouent un rôle très remarquable. En fait. Ce sont eux qui lancent tous ces messages de négation et de quoi que ce soit. L'histoire est réellement claire. Lorsque, en 1885, il y a eu les tracés des frontières, à partir de 1908, il y a un conflit frontalier entre le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Allemagne, qui était la colonie du Rwanda, ainsi que la Belgique. Et ça fait à ce que l'espace Rutshuru, Massissi, de l'autre côté, qui appartenait, parce qu'à l'époque, il s'agissait des royaumes. Il y avait le royaume Congo, vous devrez même vous rappeler que le royaume Congo s'étendait jusqu'au Cameroun, par-ci, par-là. Et le royaume Rwanda aussi, qui prenait la partie Rutshuru, Nirangongo, Massissi et tout ça. C'est pour cela qu'il y a des éléments d'indicateurs signifiant que cette partie-là, il y a plusieurs personnes, il y a la langue la plus parlée, c'est la langue Kinyarwanda. Lorsqu'il y a eu des tracés frontaliers, automatiquement, tout le monde a eu ses conséquences, ça se passe partout, je le dis toujours dans chaque émission. Vous allez en Ukraine, vous allez voir les russophones, vous allez en Anvers, en Belgique, vous allez voir les néerlandophones, parce que déjà même en Belgique, en Anvers, la langue parlée plus c'est le néerlandais. Le français, le flamand n'est pas même trop parlé. Mais ceux-là qui sont là ne sont pas des néerlandais ou des Pays-Bas, non, ce sont des Belges. Même si vous allez dans la frontière du Congo central et de l'Angola, vous allez entendre le portugais, il y a ce qu'on appelle les bazombos de l'Angola et les bazombos du Congo. Donc, moi, je n'aime pas trop préciser parce que chacun peut faire ses recherches et constater cela. Accepter simplement qu'il y a des Tutsis congolais, moi, je ne trouve pas ça grave. Ça ne signifie pas que le pays est dans le chaos. Alors, je pense que le rôle que doit jouer la plupart des leaders des partis politiques, c'est d'enseigner ça dans les partis politiques. Il ne faut pas inciter les populations à la haine, emmener toute la population à créer cette division, car ça retombe sur nous-mêmes. Aucun pays ne peut se développer sans qu'il ait l'unité. Et lorsque certaines communautés sont discriminées, on ne peut pas parler de l'unité, on ne peut pas parler de la division, du développement. Nous devons vraiment faire attention à cela. Si nous voulons vraiment développer la République démocratique du Congo, nous devons apprendre à accepter les autres. Personne n'est plus congolais que l'autre. Alors, je vais poser une question. Je vais poser une question qui peut peut-être trancher cette affaire. Oui. Vivek Kalingai, il y a deux tendances qui s'opposent. Tendances qui disent qu'il n'y a pas de Tutsi ou tout Congolais. Bon, des Congolais, ça dit parmi les 150 ethnies. Oui. Il y a aussi votre thèse qui dit qu'il y a des Congolais Tutsi-Hutu et Tutsi-Hutu Congolais. Oui. Alors, ce sont deux vérités qui s'opposent. Oui. Alors, quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte que les jeunes qui sont en train de grandir aujourd'hui puissent adhérer à une quelconque vérité? Quels sont les éléments probants? En part, qu'est-ce qui prouve que, parce que tous les deux vous citez les auteurs, tel auteur avait dit, tel auteur a dit que ben voilà, la RDC, dans sa configuration de la conférence de Berlin ou après l'indépendance, il n'y avait pas eu ces tribus. Mais vous affirmez qu'il y a bien et bien eu ces tribus. Toutes ces personnes qui sont en train de grandir, de nous suivre à la maison, ces jeunes qui sont en train de grandir, qui ne savent pas prendre quelle position, qui nous regardent, Oui. je me soucie d'eux aussi. Sur base de quels éléments scientifiques probants? Ouais. Nous allons dans l'anthropologie par exemple. La tribu, c'est un concept de l'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme signifie un concept qui a été importé de l'étranger. Donc les étrangers, les colons, quand ils sont venus, la culture africaine nous répartit par des clans. Donc les groupes étaient répartis par des clans. Quand vous allez par exemple dans le Kasaï, que je connais par exemple, il y a les Benakalambaï, il y a les Bankwansumba, Bakwakalonji et tout. Mais quand l'homme blanc est arrivé, il a apporté ce qu'on appelle l'ethnocentrisme et il a classifié ça par des tribus. Vous allez si vous allez par exemple à Jomba, dans le Rutshuru ou à l'intérieur, vous allez constater qu'il y a des Tutsis, des Hutus et des Tois. Hutu, Tutsi d'abord et Toi, et Hutu et Tutsi n'est pas racial, c'est une classification sociale, je l'ai toujours dit. Un papa qui est Hutu, ça se sélectionnait par rapport au bétail. Un papa qui a 5 bétails ou 6, qui est un Hutu, son fils qui en a 24 ou 25 devient automatiquement Tutsi. Et s'il perd ses bétails, il redevient Hutu. Ça se prouve où? Lorsque vous regardez le documentaire, par exemple, du génocide du Rwanda. Hôtel Rwanda. Oui, Hôtel Rwanda, par exemple, il y a eu beaucoup de films, même le documentaire. Vous allez constater que lorsqu'on massacrait les Tutsis, il y avait un indicateur. C'était la carte d'identité.
On ne regardait pas le visage, on regardait la carte d'identité qui prouvait que cette personne est Hutu ou Tutsi. Et si vous regardez très bien dans le film, je pense qu'à la 27e minute ou quoi, je ne me rappelle plus très bien, il y avait certaines personnes qui allaient même corrompre là où on faisait les documents pour changer cela. Donc ils donnaient de l'argent, on change dans sa carte d'identité qui tombe Tutsi à Hutu. Ça se faisait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, vous n'allez plus voir ça. La carte d'identité ne contient que le nom de la personne, plus de précision, d'ethnie, de Tutsi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était les seuls indicateurs pour favoriser les génocides. Alors, ici, il y a plusieurs exemples. Quand vous allez dans le Rutshuru, quand je dis, vous allez dans les Massissi, parce que il y a le Hutu, le Tutsi et le Twa. Nous parlons pas parce que nous parlons pas simplement d'origine. Oui, de Twa. Les Hutus étaient des cultivateurs, les Tutsis étaient des éleveurs, et les Twa, qu'on appelle les pygmées, étaient des ouvriers. Donc ce sont eux qui fabriquaient des lances, des houes pour le donner. Ils vivaient dans une stabilité et une cohésion totale. Et cette question est arrivée parce que je vais un peu rappeler l'histoire, comment est-ce que ça s'est passé. Quand l'homme blanc est arrivé, avec sa classification, donc l'ethnocentrisme, il a remarqué qu'il y avait une catégorie de personnes qui avaient plusieurs vaches, qui étaient des nobles à l'époque. Alors ils se sont dit maintenant de faire une différence. Ce sont les Tutsis qui ont été favorisés à aller à l'école. Ça avait déjà créé des tensions avec les Hutus à l'époque. Ça avait déjà créé des tensions parce qu'il y avait une jalousie. On était en train de plus privilégier les Tutsis. Parce que le roi, avant l'indépendance, le roi Kiregi IV, qui était ici en 59, parce que je vais aussi vous révéler une chose, en cette période, à la période de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le roi du Rwanda, le Mwami Kiregi IV, était le meilleur ami de Patrice Emery Lumumba. Il était ici. Le jour où nous avons descendu le drapeau de la Belgique pour monter le drapeau de la RDC, les gens ne savent pas. Lumumba était là, le roi Kiregi était là. Et les Belges qui étaient au Rwanda avaient considéré cela comme un sabotage. Le roi Kiregi n'était plus jamais rentré au Rwanda. Il est passé à Zanzibar, il est allé aux États-Unis, il est mort en 2016. Et c'est le fils de Samaratre qui l'a remplacé jusqu'en 1962. Et pour que la première république en 1963 soit donnée aux Hutus. Et c'est là où maintenant les massacres, le premier génocide a commencé. En 1963. Où la plupart des Tutsis aussi sont venus en République démocratique du Congo. Les autres sont partis au Burundi, les autres sont allés en Europe. Mais quand les Belges sont venus à la place Rutshuru, là où il y a des frontières, Massissi, tout cet endroit-là, ils ont vu des rwandophones. Quand vous partez dans le sud Kivu, ils ont vu des Banyamulenge. Donc nous vivons juste les conséquences de la mauvaise gestion frontalière. C'est très simple à comprendre. D'accord. Merci. Merci beaucoup Ludovic Kalingai. Une réplique avant que nous prenions la thématique du jour? Oui, je voudrais tout simplement dire à mon co-débatteur Ludovic que dans mon arsenal linguistique, je n'ai pas dit qu'il y a l'incitation à la haine. Je vous ai tout simplement dit, allez refaire vos recherches, vous ne trouverez pas une ethnie ou une tribu plutôt, appelée Tutsi. Il n'y en a pas. Mais seulement, nous devons reconnaître une chose. Aucun pays ne vit à vase clos. Dans chaque pays du monde, il y a toujours des expatriés ou des étrangers qui intègrent et qui changent des nationalités. Nous devons reconnaître que nos amis ou nos frères Tutsis sont des Tutsis rwandais qui ont quitté leur pays pour obtenir une autre nationalité qui est la nationalité congolaise. Eh bien, le fait de dire qu'il n'y a pas une tribu Tutsi ne veut pas inciter à la haine. Obama aujourd'hui qui est l'ancien président des États-Unis américains et du Kenya, si je ne m'abuse. Donc il était fier même de le dire qu'il est né aux États-Unis, mais ses parents sont des Kenyans. Donc ici, nous incitons en aucun cas la population congolaise à la haine. Mais seulement, nous disons, comme vous avez dit, qu'il faut dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui qu'il n'y a pas une tribu communément appelé Tutsi. Mais seulement l'ensemble des populations qui ont fui leur pays, le Rwanda, sont venus s'installer et ont obtenu la nationalité congolaise, ont formé ce qu'on appelle Tutsi congolais. Voilà, merci beaucoup. Nous lançons notre échange du jour. Et Ludovic Kalingai, sur base de quels éléments la population se pose la question? La population, c'est un terme générique. Quand tu fais toutes les catégories sociales, on ne sait pas vraiment quel sera le déterminant pour que
Est-ce que le pouvoir peut-il convaincre pour 2023? Merci beaucoup. Moi, je dirais oui. Et je dirais même que le bilan du chef de l'État est positif. Je vais m'expliquer. Dans un bilan d'un chef d'État, selon nos analyses, je parle en tant que coordonnateur du PMVS, je n'impose à personne, mais j'amène chacun à réfléchir. Il y a 4 éléments pour essayer de concevoir le bilan. Le premier élément, c'est la volonté politique du chef de l'État. Le deuxième élément, c'est les efforts déployés par le chef de l'État pour changer les choses. Le troisième élément, c'est l'implication de tous les secteurs. Je parle du gouvernement congolais avec tous les ministres sectoriels au niveau des provinces, les bourgmestres et tout. Le quatrième élément, c'est l'accompagnement de la population congolaise à faire réussir le mandat, parce que ce n'est pas simplement la réussite, le bilan du chef de l'État, mais du pays. Alors, si nous allons à donner maintenant des explications sur les 2 premiers éléments, la volonté du chef de l'État, il en a. Cette volonté, de bonne volonté, il a commencé dès le premier jour où il a eu le pouvoir. La bonne volonté politique, l'état de droit, de la lutte contre la corruption. Il a mis en place des structures de changement de mentalité. Il a démontré qu'il voulait vraiment changer le Congo. Les efforts déployés par les chefs. La volonté change-t-elle un État? Est-ce que la volonté est un élément qui peut nous permettre de comprendre ou d'apercevoir le changement dans une société? Exactement. Tout commence d'abord par la bonne volonté. Parce que quand vous avez la bonne volonté d'étudier, par exemple, vous étudiez. Oui. Quand vous avez la bonne volonté de changer votre développement personnel, vous le changez. Tout commence par la bonne volonté. Je n'aimerais pas entrer dans les 4 étapes de l'acte volontaire, dans tout ça. Parce que là, j'irai en psychologie. Mais je reste dans des faits sociaux pour m'expliquer. Je parle de la bonne volonté du chef de l'État à changer les choses. Il en a. Je prends à 25%. Les efforts déployés par le chef de l'État à changer les choses. Vous avez vu qu'il a même interpellé l'avant-dernière allocution à la nation lorsqu'il avait demandé au gouvernement congolais de s'impliquer pour le changement des choses. C'est ça les efforts qu'il a eu à déployer. Il a encore réussi à avoir 25%, ce qui signifie 50% sur 100. J'ajoute les 25% qui sont attribués au gouvernement congolais dans toutes les provinces. Il y a plusieurs secteurs. Le secteur des infrastructures, le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé à tous les niveaux. Chaque secteur doit démontrer de son bilan positif pour compléter cette volonté politique, cette volonté du chef de l'État. Okay. Selon les indicateurs que nous avons eus, le gouvernement congolais sur 25% n'avait que 10%. Quand je parle de 10%, j'ai vu simplement les efforts au niveau du ministère des Infrastructures, j'ai vu des efforts au ministère de la Santé, j'ai vu des efforts au ministère de l'Agriculture, nous avons vu des efforts au ministère de la Fonction publique, au ministère de Finances, ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire et quelques-uns. Nous l'attribuons à 10%, ce qui donne au chef de l'État 60% d'un bilan positif. Parlons. Alors, oui. Maintenant, il reste ce qui est plus important. C'est que le Congolais a fait pour aider le bilan du chef de l'État. Donc, il ne faudrait pas amener... Moi, j'aimerais vraiment que cette émission puisse être pédagogique, scientifique. Exactement. Exactement. Alors, exactement. Il ne faudrait pas amener simplement l'opinion à comprendre qu'un bilan des chefs de l'État ne dépend que de lui-même. Non, non. C'est une interaction. C'est une interaction et il faudrait qu'il y ait une contrepartie entre lui, entre le gouvernement et entre la population congolaise. Je donne un exemple simple. Avec les inondations, je donne un exemple simple. Les inondations que nous voyons chaque jour en République démocratique du Congo. Moi, je le sais que toute l'avant-midi le samedi, c'est un salon. Mais je ne fais aucun effort de pouvoir déboucher, par exemple, les caniveaux qui est chez moi. Quand c'est bouché, et la pluie et il pleuvine, ça se dirige vers le Willery, vous accusez les chefs de l'État. Non, il ne faut pas accuser les chefs de l'État. Je reviens maintenant au bourgmestre. Qui donne l'autorisation à ces gens d'aller construire sur des espaces érosifs? Exactement, c'est pour cela que je reviens maintenant au ministère sectoriel. C'est pour cela que non, je ne dis pas le président de la République. Cette responsabilité vient aussi au ministère sectoriel qui descend aussi. Est-ce normal? Aucune sanction administrative, aucune sanction pénale. C'est ce que nous dénonçons. Beaucoup de morts. Exactement, c'est ce que nous dénonçons. La vie humaine devient banalisée. Exactement, c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons cela. Je veux aussi à une autre chose. La plupart des personnes ne savent pas que les maisons communales ont une autonomie financière. Ces autonomies financières sont bien déterminés. C'est pour l'assainissement de chaque commune. Ils ne font rien parce qu'ils récoltent de l'argent dans des marchés, dans des terrasses. Cet argent doit être affecté
dans l'assainissement de la commune où ils passent. Mais nos jeunes, par exemple, nous n'avons pas cette information-là. La faute nous revient parce que nous n'arrivons même pas à revendiquer de ce droit-là. Dans une commune où nous habitons, dans une avenue où nous habitons, l'endroit où nous devons aller revendiquer, c'est d'abord à la commune. Avant de faire des marches, aller chez le président, aller par-ci par-là. Non, on doit commencer par la commune. Déjà, les jeunes, nous avons commencé toujours à faire ces démarches-là. Nous sommes allés dans la commune de Kisenso. Nous sommes allés dans plusieurs communes. Les images sont là sur Internet. Mais la maison communale n'offre pas d'autorisation de construire. Mais non, là je suis en train d'abord de parler de l'assainissement de ce côté. Quand je parle de l'assainissement, je vois... Quels sont les problèmes par exemple? Combien sont-ils dotés? Sont-elles dotées, ces communes? Elles ont combien comme budget de fonctionnement? Parce que ce sont des ils ont une autonomie financière. Quand on parle de l'autonomie financière, ils fonctionnent eux-mêmes avec tous les frais qu'ils récoltent. Justement, combien est-ce qu'elles mobilisent en interne? Je donne un exemple simple dans la commune de Kisenso, par exemple. Il y a 17 quartiers. Dans 17 quartiers de la commune de Kisenso, chaque quartier a 3 marchés. Et nous estimons que si chaque marché a 200 tables, je donne un exemple simple, un marché à 200 tables. Il suffit d'avoir 500 francs dans chaque table et c'est chaque jour. Quand je parle de chaque jour, vous faites le calcul de 5 fois 2, ce qui fait déjà 1000, ça fait déjà 10 000 francs, je crois. Non, 100 000 francs par jour pour un seul marché. Et fois 2 marchés par le quartier et fois 17, c'est combien qu'on récolte chaque année? Mais c'est les jeunes Congolais qui doivent revendiquer, ils doivent d'abord connaître ces calculs et aller auprès du bourgmestre. Ici, il y a des inondations. Qu'est-ce que vous avez fait? Deuxièmement, auprès des députés nationaux qui sont votés par la circonscription électorale de la commune ou encore de la circonscription. Quand ils vont, par exemple, proposer des lois à l'Assemblée nationale, il y a d'autres lois qui ne sont pas adoptées. J'ai même appris qu'il y a une loi sur... j'ai appris qu'il y a une loi au bureau de l'Assemblée nationale sur l'interdiction et des sanctions prévues pour ceux qui vont inciter les gens à la haine, mais cette loi n'est pas adoptée. Le chef de l'État n'a pas malheureusement votre point de vue. Oui. Je vais vous le démontrer. Oui, vous pouvez me le démontrer. Je vais vous le démontrer. Oui, vous pouvez le démontrer. Écoutez, je vais vous donner la parole. Le chef de l'État a besoin aussi de l'avis de la population. C'est une complémentarité. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est une complémentarité. À travers cette émission, le chef de l'État peut avoir une idée. D'accord. Tout le monde a le droit de donner une proposition pour le développement du pays. D'accord. C'est comme ça que ça doit être. Je vais vous repasser la parole, mais je n'ai pas voulu vous interrompre parce que j'avais quelques questions. Je vais vous repasser la parole. Exactement. Alors, Papi Djosso, ça c'est le discours du président de la République. Je suis conscient que la situation sociale de nos compatriotes n'est pas réduisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les 2 bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé, les transports. Pour y pallier, Félix Tshisekedi annonce pris en main un train de mesures, notamment l'accélération de la mise en œuvre des projets à impact rapide et visible. On s'arrête d'abord là. Est-ce qu'il a tort ou il a raison en disant que la population a ces difficultés-là? Il est difficile de voir un président de la République reconnaître aussi les difficultés de sa population. Mais au moins, bravo Fachi. Avant d'entamer notre thématique qui est sur le bilan du président de la République, je voudrais informer la population congolaise que le mercredi 11 janvier 2022, nous avons été au centre Nganda, nous, le parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, pour obtenir une lettre ouverte que l'autorité morale, la princesse Adèle Kaïnda, nous avait amenée. Et dans cette lettre, il y avait d'une part une révélation et d'autre part 4 questions. La révélation était à ce niveau. Est-ce que nous connaissons pourquoi le président de la République était allé se faire enrôler à l'Équateur? Donc, comme l'Équateur représente l'eau, l'autorité morale nous a dit l'eau, dans l'eau, il y a beaucoup de poissons et qu'en 2023, le président de la République, Félix Tshisekedi, sera réélu et le nombre de voix, personne ne sera à mesure de les compter. Ça sera très nombreux comme les poissons dans l'eau. Ça, c'était une révélation sur les plans spirituels. Mais les 4 questions. La première question, qui suis-je? Parce que c'était le membre du parti. Je suis ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo.
Que dois-je faire? Je dois aller m'enrôler. Pourquoi? Là, c'est un message du parti. Non. Vous êtes en train de mobiliser la base. Non, je ne mobilise pas. La question je suis en train de faire, posée. Oui. Exactement. Je suis en train de faire, comment on appelle ça, un jurement pour revenir à la question. Mobiliser un peu la base. Merci. Vous allez... Ok, ça va. Mobiliser la base, ainsi de suite pour aller s'enrôler. Et quel est notre candidat? Ce Fachi. Pourquoi Fachi? 1. 4 ans sans opposition. 4 ans sans marche à gaz lacrymogène. Arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Soyez honnête avec vous-même, Papi Donso. Pas de marche sans gaz lacrymogène, s'il vous plaît. Non, ne confondez pas la self. Est-ce que c'est le cas? S'il vous plaît. Ne confondez pas la self-défense et le lancement des gaz lacrymogènes lancés à la population. On a vu des médecins qui ont marché ici, qui ont reçu des gaz lacrymogènes, d'autres tabassés. Les médecins qui réclamaient l'augmentation de leur salaire. 100 villes mortes. 4 ans sans un mot d'ordre donné. Bravo Fachi. Bravo. Je reviens dans le bilan. Le premier bilan, la première chose, ou les premiers témoins du bilan de Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila et son épouse. Je peux y ajouter même toute sa ceinture. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment ils ont géré le pays. Ils ont tué les sociétés de l'État, le port public, les entreprises de l'État. Kabila a trouvé ce pays dans quel état? En 2001, en prenant le pouvoir. Est-ce que c'est dans le même état qu'il l'a trouvé? En 2001, 2019, pendant les 18 ans, est-ce que Kabila, en laissant le pays dans l'état où il a laissé, c'est dans les mêmes états qu'il l'a trouvé, selon vous? Kabila a trouvé le budget de 800 millions de francs congolais ou des dollars. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais la situation était très chaotique. Nous avons cru que Kabila était un bon président qui est venu pour soulever l'État. Mais vous savez, prenez seulement les 18 ans de Joseph Kabila, vous allez voir que le pays était enfoncé dans les sols et qu'il faille un Joseph pour mieux vaut 2001 que 2019. Mieux vaut 1997, je parle de 1997. Avec Mobutu. Vous supprimez toutes les dollars. Vous êtes en train de me perdre l'idée. Allez-y. Je suis en train de parler du bilan. Allez-y. Une maman qui vendait la braise, qui n'avait pas la possibilité d'envoyer ses enfants à l'école. Et aujourd'hui, Fachi vient, il dit, mon cheval de bataille, c'est la gratuité de l'enseignement. Et cette disposition constitutionnelle existait bel et bien avant. Mais elle n'a jamais été exécutée. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'enfants sont à l'école. Alors, l'approche du gouvernement Matata Pognon, c'était celui d'abord de construire les écoles et puis d'aller progressivement. D'où le projet 1000 écoles qui... Posez maintenant la question à Matata Pognon. Ces projets de 1000 écoles, même pas une réhabilitation, même pas une fondation commencée jusqu'à aujourd'hui. Matata a trouvé un budget de 4 milliards. Il l'a laissé à 4 milliards. Qu'est-ce que Matata a fait? Matata a bénéficié des fonds du contribuable congolais pour les projets Bukangalozo. Il a investi à Bukangalozo pour la récolte d'une université privée. Qu'est-ce que Matata a fait? Nous ne pouvons même pas citer le nom de Matata Pognon ici. Félix Tshisekedi trouve l'hôpital général de Mama Yemboussi. Tous les Kinois savent. Il n'y avait même pas la couleur sur les murs. Il n'y avait même pas de matériel. Même pas la couleur ni matériel. Dans cet hôpital, il n'y avait que des chats et des souris qui sillonnaient et circulaient. Mais aujourd'hui, Félix vient. Allez-y, prenez votre caméra. Il y a un bâtiment qui est construit. Je ne dis pas réhabilitation. Bâtiment construit. Pour l'intérêt de la population congolaise. C'est pourquoi je vous dis que les premiers témoins du bilan de Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila et son épouse. D'accord. Je peux prendre les infrastructures. Sur le plan de santé. Allez-y dans les Kachach, mon co-débatteur. Vous allez trouver un hôpital moderne, construit sur les fonds du gouvernement national.
Alors que le militaire, le femme des militaires, y était, il y avait d'eau, de l'eau plutôt, moins encore d'électricité. Mais nous avons connu un président de la République qui a fait 18 ans au pouvoir, qui n'a jamais foulé ses pieds au camp Tchatchissi. Et il ne savait même pas dans quelles conditions ces militaires étaient en train de vivre. Mais Fathi arrive, il dit, je dois voir les conditions dans lesquelles les militaires et leurs femmes vivent. Voilà, il y a un hôpital. La condition des militaires, j'ai dit bien, aujourd'hui, moderne. est mieux qu'il y a 4 ans. Moi, je peux dire que c'est mieux. Parce qu'il y a augmentation sur salaire. Qu'est-ce que vous allez me dire? Prenez le veuve de militaire qui vous touchez 25 à 33 000 francs congolais. Mais Fathi arrive, il dit non, non, ça c'est trop peu. Faisons quand même un pas. On a augmenté. Celle qui touchait 33 000 francs congolais, aujourd'hui elle touche 380 000. Vous allez me dire que le bilan est une telle personne devant la candidature de Félix Tshisekedi, il va raisonner 1 minute? Non. Devant Félix Tshisekedi, il n'y a aucun candidat qui fera face. C'est pourquoi nous, en ALDEC, nous disons en 2023, c'est Fathi ou rien par rapport à tous ces éléments que je vous ai énumérés ici. Merci beaucoup, Papy Dionso. Je vous repasse tantôt la parole. Je commence aussi avec vous. Je reprends avec vous la même question. Je suis conscient que la situation sociale de nos compatriotes n'est pas réduisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les 2 bouts du mois. Et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé, les transports. Alors, c'est faux ou c'est vrai tout ce que le président vient de dire? Il y a une expression que j'aime toujours dire, le seul moyen d'espérer une seconde chance, c'est d'assumer la responsabilité de nos premières erreurs. Le chef de l'État a parlé avec son cœur. Il a compris que lorsqu'il est venu au pouvoir, il avait promis que ces choses arriveront. Mais ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas arrivé, mais le témoigner et l'accepter, c'est que le chef de l'État a d'abord assumé qu'il y a une preuve de responsabilité. Et c'est une interpellation pour chacun de nous de mettre les mains quelque part et de savoir comment est-ce que nous pouvons... Quand vous dites assumer, ça veut dire qu'il y a échec. Je dis ceci, quand on parle d'assumer, le chef de l'État a constaté que le Congolais, c'est lui-même qui a parlé. Nous parlons dans le contexte du chef de l'État, nous ne voulons pas aller dans l'interprétation. Tout à fait. Le chef de l'État est le plus informé de tous. Quand je dis de tous, de tous. Alors, il a compris qu'il y a beaucoup de familles qui peinent dans la famine, dans plusieurs choses. Et il a compris, il a recommencé d'abord par réconforter cette famille-là. C'est qui est déjà une grandeur. Déjà une grandeur pour un chef de l'État. Donc les résultats sont mauvais, qu'il les reconnaît. Non, non, je dis ceci. Il a d'abord reconnu cela. Ouais. Parce que si je reviens à ce que je venais de dire avant, j'ai parlé de 4 éléments qui constituent un bilan. Le chef de l'État a déjà démontré les 2 premiers éléments, qui est la volonté politique et ses efforts déployés. Les 2 derniers éléments constituent les efforts du gouvernement congolais ainsi que la population congolaise. Qu'est-ce que... Concrètement, simple. Non, non, quand vous parlez d'infrastructure, vous faites allusion à quoi exactement? Vous faites aussi allusion à l'hôpital Mama Emo, qui est construit à Kinshasa. Je parle même des infrastructures sanitaires, je parle des infrastructures routières à tous les niveaux. Quand vous êtes en République démocratique... Quelles infrastructures routières, Ludovic Kalenga, quand on se rend compte qu'il y a le projet de 100 jours sur la ville de Kinshasa, par exemple, dont des millions ont été dépensés, mais dans la réalisation, il n'y a pas eu restitution comme il le fallait, même les maisons préfabriquées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. La suite à cela posait problème. Peut-être les seuls monuments qu'on a vus, c'était les sauts de moto un peu dans toute la ville. Ouais. Alors, infrastructure, 0 trou, réduction de pauvreté, 145 territoires. Nous sommes en 2023, c'est déjà l'année où les 145 doivent chuter. Infrastructure réellement rime à quoi, selon vous? D'abord, j'aimerais réexpliquer et expliquer que le chef de l'État a découvert un pays, il est venu au pouvoir avec un pays qui était détruit depuis plus de 30 ans. Quand je parle de la destruction, je vois sur tout le plan. Sur le plan social, sur le plan de la dégradation sociale d'abord de l'homme congolais lui-même. Vous vous rappelez pourquoi l'ancien président de la République avait dit qu'il n'avait pas réussi à changer l'homme congolais? Si vous vous rappelez très bien. Oui. Parce que la plupart des personnes pensent simplement que c'est une parole philosophique. Mais quand vous revenez en nous-mêmes, moi je me suis toujours dit, il y a une expression que je dis, quand le mal nous arrive, le mal est en nous. Qu'est-ce que le Congolais lui-même, chaque Congolais là où il est, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Congo? Parce que le développement d'un pays, ça appartient à tout le monde.
Quand je le dis, c'est à tout le monde, à tout le monde. Chacun contribue. Avant de demander ce que l'État fait pour vous. Chacun contribue à son développement là où il est. Dans chaque avenue, en commençant dans sa maison, en commençant dans chaque secteur. Et aussi, nous allons le remarquer avec d'autres membres du gouvernement, dont le chef de l'État même l'a dit. Je parle simplement de... Le chef de l'État a recadré le ministre Boudimou, qui a même, je viens d'entendre, qui a déclaré que son siège de parti politique a été vandalisé. Mais comment est-ce que ça ne sera pas vandalisé? Il part dans le Katanga et il tient des propos discriminatoires. C'est ça, l'incitation à la haine. Voilà maintenant qu'il a créé le chaos lui-même. Il ne doit pas se plaindre. Moi, je pense qu'il doit juste demander pardon à la personne dont il s'est adressé. Alors, dans des partis politiques, je vous assure, moi personnellement comme proposition, je demanderais à mon frère qui est à côté, qui est dans un parti politique, je demanderais qu'on puisse supprimer tous ces partis politiques. Parce que la plupart des partis politiques sont là pour inciter les gens à la haine. J'aimerais aussi dire à mon frère... C'est un élément de... Je dis, j'aimerais aussi dire à mon frère... La pluralité des partis politiques, c'est un des piliers de la démocratie. J'aimerais dire à mon frère, au fait, il a bien parlé, nous tous, nous voulons à ce que... Nous avons ce souhait que le chef de l'État puisse être réélu. Parce que nous l'avons observé... Non, vous deux. Oui. Moi, je dis ceci. Moi, je parle de certains Congolais ne sont pas d'accord. En fait, voilà, oui, moi, je parle de moi et lui. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ma position. Oui, mais ça c'est votre position qui peut être ambiguë ou vous ne devez pas donner votre position, c'est votre droit. Mais nous donnons notre position. Moi personnellement, mon souhait c'est aussi de voir le chef de l'État être réélu. Mais est-ce que nous l'aidons? Qu'est-ce que nous on fait? Personnellement, qu'est-ce que nous on fait? Moi je peux donner un exemple simple. C'est que moi je fais. Nous faisons ce travail de dénoncer le message de haine, car c'est à travers le message de haine qu'il y a la division. C'est à travers la division qu'il y a des créations de partis politiques, et c'est à travers cela qu'il y a plusieurs partis politiques qui instrumentalisent les jeunes. Mais il faut les punir. Donc, écoutez, pourquoi on ne punit pas? La loi est dure, mais c'est la loi. Vous voyez, nous avons l'impérium. Il faut punir ces gens-là. La punition va servir d'exemple à d'autres de ne pas recommencer. Quand on ne punit pas, c'est à encourager. C'est pour cela que nous proposions même une dictature positive, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, comme ça s'est fait en Russie. Parce que si on impose cela au peuple congolais, ça sera très important. Apparemment, on ne comprend pas le terme de la démocratie. Il y a d'autres personnes qui pensent que démocratie, c'est se mettre devant la télévision et appeler les chefs de l'État, M. Félix Tshisekedi. C'est très grave. C'est un papa de la République démocratique du Congo. Nous devons lui donner le minimum de respect. Alors, avec toutes ces personnes, il y a des leaders politiques qui instrumentalisent des faibles esprits, des personnes qui ont un mental faible, apparemment. Un président du parti politique qui se met à dire Félix Tshisekedi est un incompétent. Une personne qui a un niveau mental faible, il se met à dire ça partout. Et lui qui n'a pas une capacité de savoir que ce n'est qu'une opinion politique, il se lance même à se battre partout. Quand il se bat partout, il y a des Koulouna. Il y a des Koulouna qui sont entretenus partout. Il y a les Yaka qui tuent les Téké de l'autre côté. Moi, je me dis c'est même très grave parce qu'on ne parle pas de ça. Donc, la responsabilité appartient à tout le monde. Moi, j'aimerais vraiment que le chef de l'État puisse mettre en application une dictature positive. De manière que non, même s'il y a un membre du gouvernement, vous reconnaissez des dérives, des failles? Oui, il y a beaucoup de failles, en fait. Il y a beaucoup de failles. Oui, quand je parle de failles, c'est pour cela que j'ai même énuméré tous les 4 éléments. Par rapport à ce que le chef de l'État devrait faire, les 2 éléments, il y a déjà 50%. Il a déjà 50%. Les 2 autres pourcents revient au ministre sectoriel, au gouverneur, au bourgmestre et à nous aussi, la population congolaise, de pouvoir compléter cela. Et pour compléter cela, nous demandons, c'est pour cela que dernièrement et chaque jour, nous demandons une transition de 4 ans avec le président de la République pour unifier le pays. Transition. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette division, c'est très grave. Et nous risquons d'arriver dans des bureaux de vote où les gens se battent. Je suis venu voter qui de l'autre côté, Katumbi? Non, ici c'est Félix, il se bat. Transition des 4 ans. C'est très grave. Avec qui? Pardon? Transition des 4 ans, qui a la tête du pays? Mais transition des 4 ans avec le président de la République. Comment est-ce qu'il va aller? Il va partir pendant qu'il n'y a pas eu élection. C'est pas constitutionnel. Non, c'est constitutionnel. Qu'est-ce que la Constitution dit? Le nouveau président vient quand? Lorsqu'il y a déjà un autre président élu. Automatiquement, c'est ça. Quand le pays ne va pas bien, on va aller en transition. Il y a même des indicateurs qui prouvent. Il y a l'état du siège de l'autre côté, il y a l'insécurité de l'autre côté à l'est du pays. Dans Kwamount, il y a de l'insécurité. Il y a des Koulouna ici. Il y a une division qui crée de la haine tribale avec tous les leaders des partis politiques. C'est très grave, mon cher ami. Merci beaucoup, Ludovic Kalingai. Alors, Papi Djonso, le programme du président de la République avant de prendre le pouvoir
Le programme portait notamment la mention de lutte contre la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la pauvreté a reculé en République démocratique du Congo, où elle se porte mieux? Merci beaucoup, cher ami Dan. Mais il y a une situation qui m'a fait rigoler ici sur le plateau. Ludovic parle de la suppression des partis politiques parce qu'il y a certains leaders qui ont des propos discriminatoires et vexatoires. Mais écoutez, cher ami, on va lire Barack Obama, je ne sais pas dans quel ouvrage qui m'échappe les titres. Il a dit, la politique est un combat des violents où tous les coups sont permis. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, nous sommes dans un combat. Mais dans le respect quand même des règles. Exactement. Comment? Dans un combat très violent où tous les coups sont permis. Ce sont les coups que les politiques se donnent. Dire qu'il faut supprimer les partis politiques sans soubassement, et vous soutenez même qu'il y ait une dictature positive, comme ce fut le cas en Libye, l'Afrique du Sud. Mais quand l'Afrique du Sud l'avait fait, il l'avait fait avec des partis politiques ou bien sans partis politiques. Donc partout, il y a toujours cette situation. J'avais oublié aussi la transition de 4 ans. La transition de 4 ans, vous savez, chaque Congolais a quand même la possibilité de mettre un avis, de proposer. Il faille maintenant que l'organe compétent, l'Assemblée nationale, puisse voir si cela est possible ou non. Donc, voilà. Alors, j'avais oublié un élément très positif du bilan du président. Très positif. Alors, le public attend cet élément-là. Oui, cet élément, nous allons l'analyser ensemble. L'augmentation du budget de l'État. Félix, non, ce n'est qu'une prévision, Papi Johnson. Mais quand on parle, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas, c'est une prévision. Mais une prévision qui doit être exécutée. Ça peut ou ne pas. Non, mais on doit toujours atteindre un pourcentage élevé. Dites-moi, nous avons trouvé ce pays à un budget de 4 milliards. Les gens qui ont dirigé pendant 18 ans. Mais nous, on arrive dans moins de 2 ans, dans moins de 3 ans plutôt, le budget atteint 16 milliards. Quel exploit! Allez au ministère de la Justice. Mais comment expliquez-vous cette disparité sous le plan de... Parlons simplement de l'alimentation de la population. Vous avez dit que c'est une provision qu'on doit exécuter. Donc on va aller palier par palier. N'oubliez pas que dans ces pays, nous avons entendu, et ces gens-là sont vivants, qui a interprété l'ex-président de la République, c'est Vital Kamerhe qui est en vie, ici à la Fékine. On nous a promis dans chaque province une université moderne qui ne sont jamais construites. On nous a promis les TGV, les autoroutes. On vous a laissé Congo Airways, vous avez tout balayé. Moi, je parle de Transco, vous avez tout balayé. Congo Airways, on a laissé quoi? Les épaves. On vous a laissé... Demandez-leur Kimpamvit et Anouarit, ils sont où? C'est vous qui avez... Les épaves. Non. En venant au pouvoir, vous avez trouvé ça et vous avez liquidé. Kimpamvit est venu au soir du mandat de Joseph Kabila. Un épave qui a survolé seulement un espace et jusqu'aujourd'hui, nous apprenons que ça serait à Kingakati qui sert d'un restaurant. Donc, revenons maintenant à votre question, lutte contre la pauvreté. Vous savez, le président de la République s'était plaint un jour pour l'exécution des différents projets. Nous avons compris que les gens qui travaillent avec le président de la République souffrent d'une épilepsie politique et ont été vaccinés par le vaccin de la Kabylie. Pourquoi le président ne sanctionne pas? C'est la personne qui a été sanctionnée dans tous les projets. Il y a eu Tinégelou récemment, il y a eu cette rumeur de détournement de 42 millions qui ont été sanctionnés. J'ai dit la justice est indépendante. Lorsque la justice... Non, sanctionner quelqu'un administrativement, mais sanction administrative. Il y a toujours des sanctions, mon cher ami. Il y a toujours des sanctions. Depuis 18 ans, nous n'avons jamais vu quelqu'un interpellé. Nous avons vu quelqu'un qui est tombé, qui a fait semblant de se noyer dans le fleuve Congo avec 32 millions, l'argent de la SNEL ici, qui n'a jamais été interpellé. Mais nous, à notre époque, quand même, il y a des interpellations. On interpelle, mais si on trouve que... Quand même. Oui, on interpelle. Vous dites quand même. On interpelle. Quand même. Quand même, on interpelle. Okay. Oui, j'ai dit. Vous savez, le problème, c'est que les gens ont cru que lorsque Félix arrive, il a beaucoup parlé plus que moi. Lorsque le président Félix
va arriver au pouvoir, c'est la manne qui va tomber du ciel. Non. J'ai lu un philosophe qui a dit, il est plus... Non, je crois que ça doit être Che Guevara, qui a dit, il est difficile qu'un politique réalise ses promesses parce que les conditions dans lesquelles il a promis, ce ne sont pas les mêmes conditions dans lesquelles il se trouve dans l'exécution de ses promesses. Et donc, Monsieur le Président de la République va mettre toutes les batteries en marche pour cette histoire de lutte contre la pauvreté. Lui-même l'a reconnu. Ludovic vous a dit, un président de la République qui s'assume. Nous avons vu ici, les gens mouraient de faim, les gens faisaient de n'importe quoi. Donc, le président lui-même s'en fout. Le président lui-même qui dit qu'il est conscient que les Congolais ont du mal à nourrir les 2 bouts du mois. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de problèmes comment dire, de transport, soins de santé. C'est lui qui l'a dit. Tout est prioritaire ici chez nous au Congo. Tout est prioritaire, mon cher ami. Comprennent le secteur santé, l'économie, les infrastructures, l'éducation. Tout est prioritaire. C'est petit à petit. Voilà pourquoi nous devons... on vous a parlé ici de la volonté politique. Très bien. La volonté politique de mettre d'abord en œuvre toutes ces batteries. On va... Ouais. Allez, vous m'interrompez. Accordez-lui la parole, je vais révéler. D'accord. Alors, lutte contre la corruption, David Kalengai. Est-ce que la lutte contre la corruption se porte mieux au Congo? Franchement, je dirais pas très mieux. Je dirais pas parce que... Je dirais pas très mieux. Et j'aimerais utiliser le conditionnel aussi, parce que, vous voyez, nous vivons que des spéculations. Sur Internet, voilà, quelqu'un aurait détourné ceci, quelqu'un aurait détourné ceci, et quand on ne voit pas que la justice a eu à traquer, on dit que non, bon, voilà, que dit la structure de la lutte contre la corruption. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse aller dans le concret, en fait. S'il y a peut-être une structure habilitée, comme celle de l'inspection générale, qui transmet le dossier au niveau de la justice, et nous avons tous les éléments qui le prouvent, là au moins on peut avoir des éléments. Mais moi j'aimerais aussi... Mais quand l'IGF donne un rapport à la justice, et que c'est à la justice de faire son travail. Quand la justice ne sanctionne voilà. pas, d'où vient la faille? La faille c'est au niveau de la justice? Non, la faille, la justice prend le dossier. Quand l'IGF dit... La justice aussi fait une contre-inspection en fait. À son niveau aussi, ils amènent des inspections. L'IGF peut se tromper aussi. Oui. Et ça peut demander du temps. L'inspection peut demander 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Alors, nous ne pouvons pas s'ingérer de la décision de la justice. Nous avons toujours considéré que, étant donné que la justice n'est pas instrumentalisée par le régime, là, nous avons des indicateurs prouvables. Alors, nous nous disons que, parce que si on dit que le bilan au niveau de la corruption n'est pas très bien respecté, c'est simplement sur base des spéculations que l'on voit dans les réseaux sociaux. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on ait des indicateurs sur est-ce que réellement telle personne a détourné ses moyens. Quels sont les moyens qui ont été débloqués réellement? Qu'est-ce qui prouve que ces moyens qui ont été débloqués devraient servir à quoi que ce soit? C'est à ce niveau. Mais moi, j'aimerais ici parler de la structure de changement de mentalité. Je pense que le chef de l'État doit interpeller le coordonnateur de la structure de mentalité. Il ne fait rien. Il y a des coulounas partout, c'est lui. Il y a l'affaire Bombé là, c'est lui. Bon, les changements de mentalité, il a commencé par des sensibilisations avec les changements de mentalité routiers. Rien ne marche. Il y a toujours des choses catastrophiques avec les policiers routiers. Au niveau même de la discrimination, c'est à ce service-là, c'est pas pour rien que les chefs de l'État a eu à créer cette structure. C'est pour cela que j'ai insisté en disant que le bilan du chef de l'État doit être partagé avec tout le monde. J'ai parlé de 4 éléments, mon cher ami. Je le répète, la volonté politique du chef de l'État qu'il a déjà. Deuxièmement, ses efforts déployés pour changer le Congo qu'il a, le chef de l'État a déjà garanti 50%. Et le troisième élément, c'est les secteurs. Donc chaque ministre sectoriel, est-ce qu'il respecte la vision du chef de l'État? Et le quatrième élément, c'est nous. Si nous n'arrivons pas à faire des choses, si nous-mêmes nous sommes des créateurs de troubles, des créateurs de cette pauvreté, comment est-ce que nous allons accuser les chefs de l'État? J'aimerais vous dire que nous, notre PMVS a lancé le projet d'agriculture, mais nous avons remarqué qu'au niveau du Congo central, il y a même des sénateurs, dont j'évite de citer le nom maintenant, qui ont acheté plus de 850 hectares et qui imposent leur prix d'haricots. C'est tout à fait anormal. Et comment est-ce qu'on va dire ça au chef de l'État? Merci beaucoup, Ludovic Kalengai. Papi Johnson, on termine avec vous, lutte contre la corruption. Votre point de vue, s'il vous plaît. Volonté politique. Je n'ai que ça à dire. Volonté politique. Oui. Il y a pas de le président de la République manifeste, moi je peux dire à 70% de cette volonté-là de mettre fin à la lutte contre la corruption. Et donc nous devons l'encourager et les soutenir dans toutes ces démarches qu'il fait pour le bonheur de notre pays.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. Merci Ludovic, merci Papy, merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous disons merci. On va donc se retrouver demain pour poursuivre notre émission avec d'autres sujets d'actualité autour d'autres acteurs politiques, même de la société civile. Vous êtes aussi intéressés. La Grande Tribune, c'est pour toute la population. Portez-vous bien et à demain. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.